Merci de nous suivre de partout. Vous êtes en direct de CML13 Télévision. Messieurs, dames, vous faites bien. Merci pour la confiance que vous réitérez à ce magazine CML chez vous. Alors, coup de tonnerre sur, on va dire, la scène politique congolaise. L'Assemblée nationale a annoncé avoir reçu un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, sollicitant justement la levée des immunités pour une poursuite judiciaire, on va dire, contre l'actuel ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour faire lumière sur un prétendu détournement d'une somme à hauteur de 39 millions de dollars destinée à la construction d'une prison à Kisangani. Alors, toujours dans cette série, on va dire, des levées d'immunité, le sort de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, sera connu ce jeudi. La commission spéciale instituée pour tabler sur la question va rendre justement les différentes conclusions aujourd'hui. Est-ce que Joseph Kabila fera perdre ses immunités ou pas? Quel avenir politique pour cet ancien chef de l'État? Voilà la question que nous nous posons. Messieurs, dames, quel rôle sur ces plateaux? On va s'interroger. Que peut jouer SID dans cette crise politique et sécuritaire qui sévit en RDC? Quelle est sa position aujourd'hui? Est-ce que la SID est en train de... SID se retrouve entre le pouvoir et l'opposition, où ce parti de Martin Fayulu Madidi se situe-t-il exactement? On va revenir sur le différent accord pour le processus de paix dans la partie est de la RDC. Vous savez, c'est au mois de juin que nous saurons le contenu des accords entre le Rwanda et la RDC pour la paix dans la partie est de la RDC. Mais est-ce que le parti de Martin Fayulu souscrit à cette démarche ou non? Est-ce que pour SID, il continue de penser que la seule démarche à privilégier, c'est justement les pactes sociaux engagés par le prélat catholique et les pasteurs de l'ECC? Voilà les thématiques retenues ce jeudi 22 mai 2025 pour faire objet de nos échanges sur ce plateau de CML chez vous. Et je le disais, pour en parler, c'est avec un réel plaisir que CML chez vous reçoit pour vous un cadre, on va dire, de ce parti SID. C'est un habitué non seulement de ce plateau de CML chez vous, il a l'habitude justement d'intervenir sur d'autres plateaux également, mais il nous a fait honneur aujourd'hui. Il a préféré répondre à notre invitation, il a été flexible, et donc c'est à lui que nous poserons toutes ces questions, et ça sera à lui de nous fournir ses analyses, ses explications. Je le disais, il s'agit bien sûr de monsieur Alex Dende. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Très bien. Alors, monsieur Alex, ravi de vous retrouver encore sur ce plateau de CML chez vous. Bah, je crois que le plaisir est partagé. Alors, on entre dans les vifs du sujet. Je tiens à rappeler qu'on aura 40 minutes d'échange, faute du courant. Dossier justice, c'est par là qu'on commence. On a vu Matata Ponyo, ancien premier ministre de Joseph Kabila, s'est faire condamner à 10 ans de prison, à 10 ans de travaux fermes pour détournement. Aujourd'hui, on parle de Joseph Kabila qui se fera perdre ses immunités afin de faire objet de poursuites judiciaires. À cela s'ajoute le ministre Constant Moutamba, qui lui aussi est, on va dire, sur la liste de ceux qui se feront perdre les immunités pour répondre à la justice. Votre lecture tout d'abord là-dessus. Merci beaucoup. J'aimerais commencer cette émission, comme c'est la première depuis que je suis un tout petit peu là, que je passe, en rendant d'abord un vibrant hommage à un grand homme qui nous a quittés il y a très peu. Très bien. Notre coordonnateur, monsieur Kalele Mathieu, qui est parti. De là où il est, enfin, je continuerai à lui dire merci. Je garde un souvenir d'un très très grand homme. Je garde une belle phrase de lui un jour, juste un face-à-face, qu'on avait l'habitude de temps en temps, quand on pouvait, de pouvoir discuter. C'est monsieur Lexus, parce qu'il avait choisi de lui-même de m'appeler comme ça. Il me dit, vous avez la responsabilité de transformer l'espoir de ces peuples en actes concrets. Et voilà, il est parti. Nous avons organisé une cérémonie que je trouve belle, dernièrement à la salle Avenue ici. Et je remercie aussi le professeur, le corps professoral de l'université de Kinshasa, qui a bien voulu aussi nous associer à la grande cérémonie qu'il a organisée pour les obsèques du professeur Kalele. Il y avait des témoignages de très haute facture
Et encore mes condoléances réitérées à sa famille biologique. En ce qui nous concerne, nous, que nous avançons. Nous allons garder ces combats des valeurs qu'il a tant chéri, qui s'est donné jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je tiens quand même à cela. Nous avons senti beaucoup d'émotions alors que vous étiez en train de parler du feu professeur Kalele. C'était quoi en quelques minutes les moments forts que vous avez passés à ses côtés et qui vous a marqué? Plusieurs moments, mais je préfère être bref, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme qui se battait pour des valeurs. Donc il est difficile, je l'ai écrit même, il est difficile, mais très difficile de plier quelqu'un qui est désintéressé de l'argent, ce qu'on appelle le lucre. Il est difficile de battre ou de plier quelqu'un qui se bat pour le valeur. Et le professeur Kalele était l'un de ces hommes, et donc c'était toujours un plaisir de l'écouter parler, lui qui avait rarement une feuille avec lui pour nous écouter dans nos débats ou pour noter. Il mémorisait tout, il avait une mémoire de malade. Pour les gens qui l'ont côtoyé, ils étaient toujours assez surpris de sa capacité de mémoriser et surtout de dire des choses après, de le rendre. Donc plusieurs moments, ce serait trop long de pouvoir évoquer certains, mais il a été de tout le combat, en tout cas de tous les combats politiques dans ce pays. Et je lui serai toujours reconnaissant, et tout comme je suis très reconnaissant, je terminerai par là, au président Martin Fayulu, parce que c'est un peu grâce à lui que je croise ou que je rencontre le professeur Kalele. Donc merci au président, ça a été une très belle rencontre, et voilà quoi. Et vous voyez combler rapidement le vide au sein de la MOUCA après son départ? Non, c'est un vide qu'il va falloir vivre avec. Les plus importants, et qu'en ce qui nous concerne, tout est écrit. Ce sont des valeurs que l'on a partagées ensemble. Il a ramené son énergie, il a ramené cette mémoire pour nous rappeler, et surtout cette projection dans le futur. Enfin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous donne des photos au présent, qui vous rappelle ce qu'a été le passé et qui vous dit voilà, ne tombez pas dans ça, ne tombez pas dans ça. Allez-y peut-être de telle ou de telle manière. Donc ça, le vide, il restera toujours là. Comme a dit le président Martin, ça va être difficile de combler ces vides-là. Et l'idée générale n'est pas de combler ces vides, mais plutôt d'atteindre les objectifs que l'on s'était fixés ensemble pour rendre ce combat, enfin je vais dire donner à ces combats, ou donner à ces pays plutôt, un peu la vision que nous partageons nous tous, qui est notre vision, enfin je vais dire portée par le président Martin, vision DSID, vision qui a permis quand même de bâtir ce que nous avons pu faire ensemble, c'est-à-dire bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Dans ça, il n'y a pas forcément un vide à combler, il y a des objectifs à atteindre, je pense. Ok, dossier judiciaire en RDC. On a parlé de condamnation de Matata jusque-là, et deux autres acteurs politiques de ces pays se verront lever les immunités pour faire objet de poursuites judiciaires. C'est vrai que je les ai tout mélangés, mais c'est pour que nous ayons d'abord votre lecture là-dessus avant d'épingler le cas de chacun de façon différente. D'accord. Merci beaucoup. Je tiens tout de même à rappeler que pour nous, c'est pas un combat en vain. C'est-à-dire que nous, si vous allez par exemple dans notre contrat social, c'est-à-dire le contrat que l'on a proposé à notre peuple en 2023, on a appelé ça manifeste de Kisangani. Vous avez là-dedans à peu près, on va dire, 16 défis qu'il faut relever. Et parmi les 16, parce que c'est regroupé en 4, parmi les 16, vous avez le premier, ce sont ce qu'on appelait, nous, les prérequis. Et parmi les prérequis, vous avez l'état des droits. Commençons d'abord par l'état des droits, parce que vous êtes en train d'évoquer cela. Nous avons l'état des droits, l'intégrité territoriale, nous avons la cohésion nationale et bien sûr la gouvernance interne. L'état des droits n'est pas qu'un slogan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'assister, malheureusement, pour cette justice qui a été reconnue malade, c'était d'une manière un peu plus polie que les gens disent, ce sont ceux, les tenanciers, ceux qui sont censés administrer cette justice qui ont totalement failli. L'idée derrière, le président l'a déjà répété, d'accord, que si quelqu'un, on lui reproche des choses et que la justice suit réellement son cours et qu'on nous présente le preuve, parce que la justice est rendue au nom de la population congolaise, au nom du peuple congolais, on nous présente et que les gens sont convaincus de cela, oui, tous ceux qui ont à voir avec les deniers publics, les détournements, il n'y a personne qui est au-dessus, qui soit au-dessus de la loi. Mais maintenant, il faut voir. Vous avez des affaires comme Bukangalonzo, d'un autre côté, vous avez des affaires comme RAM, vous avez la fibre optique,
vous avez le forage il n'y a pas très longtemps. Il y a énormément de noms et nous ne comprenons pas cette forme de sélectivité qui fait que même quand un travail pouvait être bien rendu, ce qui m'étonnerait quand même, je préfère mettre les conditionnels pour elle, ça passe du mauvais côté de l'esprit tout simplement parce que objectivement nous ne comprenons pas pourquoi c'est telle personne et pas tel dossier, pourquoi c'est telle affaire et pas l'autre affaire. On dirait qu'en fait, il y a des gens, comme ce régime l'a dit pendant la campagne électorale, que voilà, être du bon côté de l'histoire. On dirait qu'il y a des gens qui sont du bon côté des affaires, des gens qui ne sont pas touchés par cela malgré toutes les preuves. Vous savez, par exemple, pour l'affaire RAM, Monsieur Tshisekedi était clair, avait dit que c'était une erreur. Il avait reconnu cette erreur-là. Mais voilà, au-delà de l'erreur, que nous estimons que c'était une faute grave, et il y avait des délits, il y avait un délit commis derrière, il y avait des responsables. Pourquoi personne n'a été aujourd'hui en prison par rapport à cela? Nous pourrions y aller beaucoup plus loin. Ça a commencé, on peut dire, 100 jours et le cirque qu'on nous a produit. Qu'est-ce que l'État a retiré de tout ça jusqu'à aujourd'hui? Donc, ce que nous sommes en train d'assister, c'est une forme, en tout cas, de ce qui paraît, et de ce que l'opinion est en train de retenir, c'est une forme d'instrumentalisation de la justice pour régler les différents politiques. Et c'est quand même, c'est regrettable. Bon, maintenant, espérons qu'on nous présentera des choses d'une certaine manière, et que tous ceux qui ont des affaires que le Congolais connaissent vont devoir passer à la barre à un moment ou l'autre pour pouvoir nous dire exactement ce qu'il y a. Aujourd'hui, j'ai vu un peu partout. Tout le dossier de détournement doit faire surface. D'abord, parce que si la volonté affichée est de combattre la corruption, de combattre les détournements, on ne peut pas dire que ces régimes soient exempts, enfin, je vais dire que ces régimes soient au-dessus ou que ce soit un régime qui n'a pas des affaires et des dossiers. C'est-à-dire que tout ce qu'on a aujourd'hui, nous n'avons jamais atteint un niveau de détournement et qui se chiffre qu'en millions. C'est-à-dire on apprend que des millions sont en train de prendre d'autres destinations et malheureusement, vous vous rappelez de tout ce que ce soit l'IGF avait mis en exergue, si l'IGF elle-même n'était pas trompée. Personne ne répond face à la justice. Et nous constatons qu'en fait, il y a des gens qui sont du bon côté de l'histoire. Et ça, nous ne comprenons pas. Alors, voir, comme vous venez de le dire tout à l'heure, que cette justice est instrumentalisée par ceux qui, une fois au pouvoir, ont déploré le fait que cette justice était malade. Ces personnes sont venues avec l'idée de la guérir, mais voilà qu'aujourd'hui, comme certaines personnes le disent, la justice est finalement retrouvée morte ou elle est dans l'agonie. Ça voudrait dire que la nation ne saura pas être élevée parce que la justice fait déjà défaut. Mais voilà, le socle. Moi, je vous ai parlé des prérequis, par exemple, pour matérialiser notre projet. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'état des droits. Et malheureusement, enfin, on constate qu'il y a des gens qui sont au-dessus de loi, enfin, au-dessus. Alors, à votre niveau, vous êtes resté en observateur? Non, c'est pas question de rester en observateur. C'est-à-dire que depuis le début, nous dénoncions ce que je vous ai dit tout à l'heure est emprunté de ce que Monsieur le Président avait dit, que toutes les affaires doivent rencontrer la justice à un moment. D'accord? Et les auteurs de ces affaires-là, les auteurs de ces détournements doivent être déférés, doivent être jugés et on doit avoir les condamnations et l'État doit pouvoir récupérer. Mais malheureusement, les affaires s'accumulent, en tout cas pour ces régimes, et les gens ne sont pas envoyés à la barre et c'est ça qui est un tout petit peu contradictoire. Je ne sais pas si vous me saisissez très bien, mais nous, notre position est très claire. Si on veut parler de la justice, il y a plusieurs affaires qui doivent être jugées. Nous ne comprenons pas pourquoi pour les autres, il y a une forme de célérité qui donne l'impression ou qui s'apparenterait beaucoup plus facilement à de l'acharnement ou de la persécution. Et pour d'autres, rien du tout, parce qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Ou parce que c'est le président qui s'est fait mal entourer, comme l'a dit l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Je ne pense pas. Le président ne s'est fait pas entourer. Les présidents s'entourent. Il faut que ce soit clair dans la tête. C'est le président qui choisit ses collaborateurs. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez l'impression que le président s'est fait, je vous ai dit, s'est fait mal entourer, non, il s'est fait pas entourer. À côté, il y a cette histoire de poids politique. Le président s'entoure, décide qui doit être autour de lui. Et si autour du président, il y a des gens qui sont trempés dans des magouilles incroyables et que lui ne les démet pas, ou n'en parle pas, ou protège, tous les affaires renvoient vers
la même clique, c'est pas moi qui suis en train de le dire, c'est eux-mêmes même de l'intérieur. Vous venez de citer Monsieur Kazadi, qui fait partie de cet entourage-là. Enfin, il faut dire des choses comme ils sont. Donc, dans ces cas, ne considérez pas que c'est l'entourage qui est mauvais, c'est le président lui-même. Kazadi a été sanctionné, il n'est plus revenu ministre dans ce gouvernement. Être sanctionné, c'est ne pas revenir ministre. Enfin, je ne comprends pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été ministres et qui perdent. Ça, c'est non. Être sanctionné, c'est la justice. Ceux qui ont été reconduits, c'est parce qu'on va dire que les travaux étaient très bien faits. C'est le rôle de la justice. C'est le rôle de la justice. C'est-à-dire que lui, si quelqu'un est dégagé à ses côtés, il faut que la justice prenne le relais. Ça, c'est la justice qui peut nous dire exactement si, concernant ce qu'il a fait avec son président, ça c'est autre chose, mais concernant les détournements dont on l'accuse, après il y a toujours la présomption d'innocence, c'est à la justice d'établir le fait, mais parce que nous savons que l'argent est sorti et on n'a jamais eu des forages, et il y a plusieurs affaires comme ça. D'accord, il avait bien sûr reconnu que, en ce qui concerne RAM, qui est piloté, cette opération, cette affaire qui a été pilotée par le ministre qui est toujours en place aujourd'hui, c'était une erreur. Est-ce que pour autant il a sanctionné, il l'a mis de côté ou autre? Non, non, c'est lui qui choisit qui veut et qui ne veut pas. Et ça, la justice devrait établir des responsabilités. Mais ce qui est intéressant est que la jurisprudence qui est en train d'être ouverte aujourd'hui, c'est intéressant parce que ça veut dire les temps changent. Hein. Enfin, je sais que de mémoire, je l'ai lu, mais je sais que de mémoire, il lui reste à peu près 42 mois, enfin 42 semaines d'après ce que j'ai lu. Et un jour, ça va tourner. La machine va finir par tourner un jour. Et les gens qui pensent aujourd'hui, parce que le problème du pouvoir est que... Est-ce que vous sous-entendez qu'il y a impunité? Il vous donne... Mais l'impunité, c'est pas que moi qui l'ai dit, c'est un constat, c'est un fait. Les affaires que je viens de vous citer. Ram, vous connaissez quelqu'un qui est en prison par rapport à cela? L'argent qui est détourné dans le programme des 145 territoires. Vous connaissez les gens? Chile, Gelou et consorts. Vous connaissez qui sont en prison? C'est de ça qu'on est en train de parler. Là, vous venez de citer M. Kazadi et les affiliés et tous ceux qui sont derrière. Vous connaissez combien de personnes sont en prison à cause de cela? Donc l'impunité est là. Il y a des intouchables qui sont du bon côté de l'histoire, d'après lui. Très bien. Alors, Constant Moutamba, on va dire, est-ce qu'aujourd'hui il s'est fait rattraper par, je veux le dire comme ça, l'odeur du détournement qu'il dénonçait autrefois, ou les acteurs politiques seront en train de se rendre de compte? Bon, écoutez, encore une fois, on va voir très bien comment la justice va pouvoir manœuvrer dans ça, mais comme on le sait, la justice est malade, et déjà il faut obtenir l'immunité, sachant comment ça peut toujours se compliquer au niveau de l'Assemblée nationale et autres, ça va être assez intéressant de voir comment ça va se passer, mais ce qui est sûr est que pour les gens, il y a de l'argent qui a pris une autre direction. Il faut qu'on nous explique. Toujours par la même banque, il faut qu'on nous dise, la société créée quelques jours auparavant, un compte en banque ouvert, l'argent qui est passé, le gré à gré, tout ça démontre c'est que en réalité ces régimes, ce n'est pas le premier dossier, mais c'est que la nature même de ces régimes sera caractéristique. Quand on va écrire l'histoire pour ces régimes, ces caractéristiques seront les détournements, enfin les millions, le copinage, les gré à gré, l'impunité. La jouissance. La jouissance. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Nicolas Kazadi. Voilà, mais écoute, ils le disent depuis longtemps eux-mêmes. À chaque fois que quelqu'un se retrouve un tout petit peu comme ça à l'écart ou pas, ils le disent. Un régime, on va dire, qui n'a peut-être plus rien à donner à sa population. Comment décider qui est un parti au niveau encore de l'opposition, de la résistance, comme vous le dites souvent, se prépare pour les années à venir? Non, c'est déjà un régime qui n'avait déjà pas grand-chose à donner. Parce que depuis le début... On vous accuse d'être entre les deux, entre le pouvoir, entre deux fois c'est l'opposition, on ne sait pas où situer, décider les partis de Martin Fayulu. Comment ça, vous ne savez pas où situer le parti de Martin Fayulu? Parce que deux fois, vous mangez avec ceux qui sont au régime, oui. Manger, pour moi, c'est des expressions, des termes qui n'existent pas chez nous. Enfin, on ne mange pas avec eux, je ne vois pas comment on peut manger avec eux. On est en train de parler du pays et on doit être sérieux. Vous vous rappellerez qu'en novembre 2022, ou peut-être de mémoire, je pourrais me tromper, la fameuse interview de M. Tshisekedi quand il dit que
Goma ne tombera pas, et Goma ne tombera jamais, je vous rassure, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous connaissons la suite. Notre pays est en danger de balkanisation si ce n'est déjà fait. Et aujourd'hui, on est en train de chercher l'acte juridique, tout simplement, les mécanismes qui vont amener pour que les choses restent en l'état. N'oubliez pas que des Bunagana, quand on passait encore ici à la télévision et on promettait une force qui passerait par Ouganda, Bunagana pour libérer, ainsi de suite, qui n'est jamais venue. Donc, à des gens pareils, vous ne pouvez pas continuer à donner l'impression d'être à côté ou ceci. Non, à un moment donné, vous prenez ce qu'on appelle, vous adoptez un discours de responsabilité, vous adoptez des mesures. Quand on est à Kisangani, quand on a travaillé sur le manifeste de Kisangani en 2022, parmi les résolutions, il était question, par exemple, que le président, le responsable du parti, c'était le bureau national qui est chargé, responsable du parti, de pouvoir faire tout. Prendre langue avec nos pères spirituels, mais là on est en 2022, je vous dis prendre langue avec nos pères spirituels pour pouvoir aller dans le sens de mettre les uns et les autres sur la table pour pouvoir parler et parler des vérités, réconciliation et autres. Enfin, nous on est toujours en avance et dans ces cadres, nous sommes ouverts depuis le début à discuter avec les uns et les autres. Nous avons toujours été dans ça pour éviter que les armes, que ceux qui en ont plus ou que ceux qui ont plus des stratégies, ceux qui ont intérêt à pouvoir embrigader le peuple pour le ramener dans une guerre alors que c'est une guerre d'intérêt personnel qu'on est en train de nous mettre, ne puissent pas avoir des leviers de pouvoir entraîner l'ensemble de la population et surtout hypothéquer notre pays. Très bien, sur cette position-là, on va y revenir. Mais d'abord, cette question, face à autant de dossiers judiciaires, M. Alex Dende, de l'autre côté, on voit une crise sécuritaire qui sévit encore dans la partie Est. Est-ce que c'était le bon moment pour engager de poursuites judiciaires contre ces différents acteurs politiques? Surtout revenir sur le dossier Bukanga Lonzo, lever des immunités de Joseph Kabila, alors que pour recouvrer cette paix dans l'Est, on est en train de, on va dire, tout le monde est en train de privilégier justement une paix et une cohésion. Oui, ça reste une belle question et c'est même intéressant. Merci de bien la garder parce que je peux me perdre un tout petit peu vu qu'elle a plusieurs volets et vous avez repris cette histoire d'élever des immunités. Donc concernant monsieur Joseph Kabila, après je ne peux pas venir ici prétendre être devenu un expert juriste ou ceci, mais c'est intéressant de savoir comment on va faire, sachant que je sais que cette commission sénatoriale est censée rendre un tout petit peu ses conclusions aujourd'hui, mais je me demande comment ça se fait, parce que monsieur Kabila est sénateur à vie du fait d'avoir été président de la République. Il porte ses titres honoraires, enfin, président de la République honoraire, je crois que c'est reconnu par la loi aussi, et n'a jamais battu campagne n'a jamais été élu, genre par les députés provinciaux et autres pour devenir sénateur. Et en cela, comment ils vont faire? Par quel mécanisme juridique ils vont faire pour lui enlever cela? Bon, mais ça reste tout simplement à voir. Aujourd'hui, effectivement, il y a probablement les gens qui, dans son camp, qui disent peut-être pas très haut ou tout haut, mais qui disent forcément qu'ils n'auraient pas dû. Il n'aurait pas dû. J'aime bien cette façon de dire, hein, on met 3 points de suspension, mais c'est sûr que ça renvoie aux élections, enfin, je veux dire la période électorale de 2018, et à chaque fois, j'en entends beaucoup qui disent « Ah non, M. Kabila aurait pas dû, il n'aurait pas dû. » Il est aussi accusé d'avoir taillé cette loi sur mesure, qui sont de préparer son après-élu. Non, enfin, il n'aurait pas dû, je crois qu'ils sont, enfin, je pense, hein, je ne sais pas, mais je pense qu'ils font allusion au fait qu'il y avait une victoire du peuple, il y avait un gagnant. Lors des élections de 2018, je crois que les gens ont lu le rapport de Simocel qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y avait un gagnant et malheureusement, il a préféré. Nanga l'a raconté à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on appelait compromis à l'africaine, parce que pour Nanga, il essaie de mettre aussi la communauté internationale, la communauté africaine dans cette histoire qui s'est passée où Martin Fayulu était clairement élu du peuple et on a dû faire pour ce qu'on a dû faire en prétextant des hérésies mais terribles, en disant non, enfin il y a d'autres qui disent aujourd'hui c'est un radical, mais bon on va revenir à ça un tout petit peu après. Donc voilà, je crois qu'il n'aurait pas dû cette phrase là, et il dit de cette manière là, il fait allusion à ce qui s'est passé. Après, loi taillée sur mesure, écoutez, nous battons déjà pour le respect de la Constitution.
et les lois de notre pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'état des droits qui fait partie de nos premiers prérequis sur le 4 pour pouvoir matérialiser notre projet de société. Donc, c'est pas à nous de venir dire aujourd'hui, alors que ça a été voté à un moment donné, ok, que non, il a fait ça taillé sur mesure. C'est qu'il y a et que on doit respecter cela. Maintenant, vous avez évoqué quelque chose d'assez intéressant. Vous avez dit, mais écoute, nous sommes dans cette période où nous, en tout cas, depuis le début, nous parlions, comme je vous ai dit, de la cohésion nationale. Vous pouvez aller même déjà dans notre ce que nous appelons projet des sociétés, c'est-à-dire investir dans les citoyens pour développer la RDC. Parmi les 6 piliers, vous trouverez déjà la cohésion nationale, qui est revenue aussi dans le manifeste de Kisangani en 3e position. Vous allez trouver. Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose, un dialogue permanent, trouver des solutions entre Congolais, c'est quelque chose qui pour nous fait partie de ce que nous appelons l'exercice démocratique de notre pays. D'accord? Et donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans cette période où nous poussons, nous soutenons comme nous pouvons nos pères spirituels, c'est-à-dire ceux de l'ECC et les catholiques, de pouvoir jouer cette médiation, avoir un dialogue basé sur la vérité et la réconciliation. Mais nous savons aussi que, effectivement, je vous ai cité un certain nombre d'affaires. Nous sommes tout simplement un peu, on va pas dire surpris, nous lisons cette trame de que ce soit des condamnations ou autres. La justice, elle est la justice. Elle aurait pu faire son travail ou ferait son travail normalement si on a l'impression qu'elle allait dans tous les sens où l'on parle des détournements et autres. Présentement, effectivement, est-ce que la sagesse ne voudrait pas que nous sommes en train d'aller vers ces dialogues? Les énergies sont mises de partout. Nous commencerons, où je peux saluer ici, exactement comme l'a fait le président Martin Fayulu, toute initiative tendant à ramener la paix dans notre pays, c'est-à-dire celle des Américains, celle qui se passe à Doha, celle qui s'est passée en Angola, aujourd'hui portée par l'Union africaine. Toute initiative allant dans ce sens, nous saluons. Et nous disons clairement que c'est peut-être le bon moment pour que les gens se calment un tout petit peu, pour que nous allions vers des pourparlers qui pourraient sortir notre pays de ce gouffre que nous avons créé. Nous disons nous. Mais en réalité, ce qui emporte la responsabilité principale sont connus, c'est-à-dire ces régimes, ça peut être d'avant, mais ces régimes a eu une responsabilité énorme parce que elle avait des choses qu'il aurait pu faire et malheureusement, il est parti dans une direction totalement opposée. Très bien, on a déjà découvert, on va dire, l'aspect thématique sur la position de l'OCDE face à la crise sécuritaire et politique qui sévit aujourd'hui. Monsieur Lexis, tout à l'heure, vous avez dit que ce dialogue entre dans le cadre d'un exercice démocratique et que vous êtes, à votre niveau, en train de saluer toute initiative visant à ramener la paix en RDC. Alors, je vais vous poser cette question. Est-ce pas la raison pour laquelle aujourd'hui Martin Fayulu est dit ne plus être radical, mais plutôt il veut se transformer en rassembleur, où il est en train de jouer ses cartes, il est en train d'accompagner ce gouvernement, ces régimes dans ses différentes actions, voire à brader même les richesses de la RDC, parce que vous avez parlé des accords. J'aimerais d'abord revenir un tout petit peu sur le mot radical, parce que c'est important de... Très radical après les élections de 2018. Je suis le président élu. Je pardonne, il y avait tout ça, mais aujourd'hui, c'est un Martin Fayulu, je ne dirais pas amorphe, mais doux non plus, mais comme le disent certaines administrations, qui accompagne les actions du régime actuel. Hein. Bon, je reviens d'abord sur le mot radical. Je pense qu'en fait, ce qui se passe souvent est que les gens ont des définitions, enfin, où les gens ne vont pas dans la définition de mots. Ils restent, ils disent, ah ouais, mais radical, parce que... Mais c'est qui un radical? Qu'est-ce qui caractérise un radical? C'est qui un radical? Un radical, c'est... En politique, en fait, quand on dit de vous que vous êtes radical, c'est... Vous êtes on dit d'une personne radicale, c'est-à-dire une personne qui cherche à changer profondément le système. Et les structurer, hein, enfin, structurer ce qui est existant, c'est-à-dire non seulement changer, après le structurer. Mais c'est quoi les caractéristiques clair, par exemple, d'un radical? Comme ça, on s'est mis un tout petit peu d'accord sur la manière de comprendre la chose. Les radicaux, au fond, qu'est-ce qu'ils veulent? Les radicaux, au fond, ce qu'ils veulent, c'est aller à la racine. Aller à la racine des choses. D'accord, maman? Aller à la racine du problème, mais peuvent encore accepter les débats et les institutions. C'est-à-dire, nous ne voulons pas, comme on dit, des solutions superficielles. Ça, c'est
Monsieur Martin Fayulu. Donc, si on dit d'une personne qui veut aller à la racine des problèmes, aller réellement chercher des solutions de ces côtés-là, n'est pas se contenter de la superficialité, ben alors je suis très content d'être né avec quelqu'un qui est radical. Et donc dans ces cas, ces mots a été compris de manière très péjorative. Et ce qui fait que les gens ont tendance à dire, donc je préfère un Martin Fayulu qui veut aller à la racine de problèmes pour trouver des solutions. Aujourd'hui, quand on dit on va y aller... même s'asseoir avec le président Tshisekedi, ben, écoutez, tant qu'il faut trouver des solutions. Écoutez, ça a été, il a dit, il aurait. Tout à l'heure, vous avez parlé d'accompagner le régime. Je ne sais pas dans quoi vous nous dites accompagner le régime. Qu'est-ce qu'on nous reproche? De ne pas avoir pris les armes, d'avoir été autant lésé, c'est-à-dire d'avoir été le parti qui a d'opter pour toute initiative. Excusez-moi d'abord. Pour brader les richesses de la RDC. Non, mais attendez, c'est pas nous qui bradons les richesses. C'est pas nous qui avons demandé. Attends, ce processus. J'ai dit ceci. Ce n'est pas nous qui avons demandé aux Américains, qui avons proposé aux Américains les minerais contre la sécurité. La sécurité de qui? C'est-à-dire de qui nous menace, qui nous attaque, qui nous prend des territoires où on va rapidement proposer aux Américains ces deals-là, c'est le Rwanda. Qui a autant d'accords, qui a des accords avec les Américains et les autres? C'est toujours le même Rwanda. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Américains font? Ils disent, ah non, vous allez de l'autre côté pour tenter d'avoir un deal, pour pouvoir vous protéger d'un agresseur, pas potentiel, d'un agresseur connu, et tout d'un coup, on vous met sur un même piédestal. Vous avez vu votre ministre des Affaires étrangères avec le ministre rwandais, vous les avez vus sur une même table, vous vous demanderez si ces gens se font encore la guerre, est-ce qu'il y a encore la guerre, et depuis un moment, vous n'entendez même plus parler de cela. Parce que, voilà, une résolution des Nations Unies qui est très claire sur ce qui doit se passer, c'est-à-dire qui demande, je crois, 2773 de mémoire, je peux me tromper, et qui demande même les départs de l'armée rwandaise de notre population. Et aujourd'hui, nous sommes dans les accords. Nous, ce que nous disons, ce n'est pas accompagner. Si accompagner le régime est entendu par vous ou par d'autres personnes sur le fait que nous n'avons jamais pris les armes, c'est-à-dire nous sommes retrouvés lésés. N'oubliez pas dans cette histoire-là, parce que on va peut-être parler de la déclaration après ou pas, nous nous sommes retrouvés, Monsieur Kabila, Monsieur Nanga, Monsieur Tshisekedi ont fait ce qu'ils ont pu faire, et vous nous dites à nous, les radicaux, c'est-à-dire les gens qui voulons aller dans le profondeur et surtout aller à la racine du problème pour tenter de résoudre cela, vous dites, ah non, vous êtes plutôt en train d'accompagner le régime, parce que peut-être que nous n'avons pas pris des armes. Si nous avions pris des armes, peut-être que les gens... Vous êtes en train de lorgner ce poste de Premier ministre. Mais madame, dès le début, on a même proposé à Monsieur Fayulu qu'il devienne le vice-président de ces pays. Vous connaissez sa réponse, c'était? Vous connaissez sa réponse? La réponse était très claire. Notre constitution ne prévoit pas ces postes-là. Comment vous allez pouvoir faire? Et vous pensez réellement que c'est le poste de Premier ministre que nous sommes en train de lorgner? Ils ont fait leur consultation à vue. Connaissez-vous le nombre de personnes parmi nous qui ont été appelées dans ça, sachant que M. Martin ne viendrait pas dans ces histoires-là? Non. Et vous me regardez là et vous vous dites que si M. Martin Fayulu veut être Premier ministre ici, est-ce que M. Tshisekedi ne dira pas finalement Alléluia, Amen? Non, ce n'est pas nous. Si ce n'est pas le poste du Premier ministre, c'est les millions de dollars qu'on lui aurait donnés pour les élections. Ces millions, c'était soit M. Kabila qui donnerait, c'était soit M. Tshisekedi. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Nous ne sommes pas dans ça. Je vous ai dit, la cohésion nationale existe dans les 6 piliers de notre projet de société que nous avons présenté déjà en 2018. Ça existe encore dans le manifeste de Kisangani en 3e position dans ce que nous appelons les prérequis pour pouvoir matérialiser notre vision. Donc, à partir de là, nous avons toujours, quand nous avons sorti le document, les propositions de sortie des crises déjà en 2019. Mais pourquoi à ce moment-là, les gens n'avaient pas dit « Ah non, c'était un radical, il ne veut pas ceci, il ne veut pas cela ». Nous cherchons depuis longtemps un compromis. On va écourter cette émission malheureusement parce que la technique nous signale que les batteries sont en train de clignoter, de tout perdre. J'ai fini comme avec cette question sur votre lecture au sujet de la loi sur la politique culturelle qui a été récemment promulguée. Est-ce qu'on va dire que plutôt validée au niveau de l'Assemblée nationale, une avancée dans ces secteurs? Vous avez été celui aussi qui a mené ce combat. Aujourd'hui, voilà que ça se réalise, ça se matérialise. Êtes-vous satisfait?
au moins quelque chose de bien même dans notre projet de 2018, vous avez dans le volet culturel, c'est-à-dire investir dans les citoyens pour développer la RDC que l'on a présentée en 2018. Dans le volet culturel, vous aviez déjà cet engagement de pouvoir faire voter une loi sur la politique culturelle. En fait, aujourd'hui on dit le principe fondamentaux de la culture et des arts en RDC. Il était déjà question. Si vous lisez celui de M. Tshisekedi en 2018, vaincre la pauvreté, vous n'avez nulle part cet engagement-là. Vous l'avez déjà prévu. Cet engagement-là. Donc nous sommes assez... Nous sommes... Si nous devrions dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ben c'est très bien, ils ont regardé notre programme, ils ont actualisé un tout petit peu leur vision et ils se sont dit ils vont le faire. J'ai lu cette loi, il y a quoi, enfin, à peu près 7 titres, 7 chapitres, 34 articles. Non, pour l'instant ce sont des principes, il faut attendre ce qu'on appelle les mesures d'application. À partir de là, je vais revenir, enfin, on va probablement refaire une émission vu que là, on n'a pas eu suffisamment de temps et on en parlera. On verra les mesures d'application qui sont mises là-dedans. Nous voyons très bien la fuite en avant qu'il y a derrière entre créer, en ce qui concerne la SOCODA, vous savez, je travaille un tout petit peu là-dedans aussi. Allez-y très vite pour pouvoir créer une société, un établissement public, tout ça. Enfin, c'est tellement visible. Monsieur, comment il s'appelle, Monsieur Casadia parlait de 53 établissements publics créés à la hâte, sans budget, sans ceci, où les gens sont en train de s'en mettre plein la poche, avec des salaires mirobolants qui ne rendent aucun service. Nous ne voyons pas une crise qui aurait pu être résolue beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, on a un ministère qui est en train de cavaler seul, aller très très vite en besogne, et ça donne l'impression qu'il y a des gens qu'on aimerait caser dans cet établissement, avoir de nouveaux fonctionnaires et tout. Tout ça, ça ne fait pas très sérieux. Le moment venu, on sait exactement comment on va s'ériger contre tout ça. Mais les plus importants aujourd'hui, cette loi, il faut voir. On n'est pas le seul pays à avoir une loi promulguée. On verra les mesures d'application et à ce moment, je reviendrai vous dire exactement ce qu'il y a. Mais en ce qui nous concerne, c'est nous qui l'avions prévu dans notre programme. Nous savions que ces vides juridiques existent et qu'il fallait combler ces lacunes. Ils ont compris, ils l'ont pris, ils sont allés dans cette direction. On va aller voir. Maintenant, si j'en dis un peu plus, vous allez dire, ah tiens, vous accompagnez le gouvernement et autres. Je terminerai par dire, allons-y. Toutes les initiatives, que ce soit l'initiative américaine, que ce soit Doha, que ce soit l'Union africaine, venez autour de nos évêques, aidez les évêques à faire la facilitation pour que nous ayons d'abord de pourparlers intercongolais, que nous parlions entre vous pour aller évoquer les causes de cette crise, les causes profondes de cette crise. Là, ça vous ramène dans ce qu'on appelle la radicalité. Qu'on aille au fond du problème, que l'on trouve d'abord des solutions entre Congolais, et au sorti de là, nous pourrions éventuellement, pas éventuellement, nous allons envisager, et la discussion, que ce soit avec les Américains ou les autres, pourra devenir aisée. Nous devons impérativement recouvrir l'intégrité de notre territoire. Nous devons parler, nous en attendons, de ce que nous attendons de ces histoires à la sortie. Ce que nous attendons, il y a à peu près 4 ou 5 choses. Hein. Ce n'est pas des choses qui sont très très compliquées de ce que nous attendons. Nous attendons, je vais le lire rapidement, comment mettre fin à la guerre, d'accord, et recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays. Comment mettre fin à l'hémorragie et gabegie financière de millions de dollars jamais vécus dans l'histoire de notre pays. Troisièmement, comment mettre fin aux violations récurrentes des droits humains et restaurer la noblesse de notre justice. Quatrièmement, quelles sont les réformes électorales substantielles et urgentes à mettre en place pour que les échéances électorales de 2028 soient libres, transparentes, impartiales et apaisées. Et pour la fin, comment relancer et fortifier CPGL afin d'assurer la coexistence pacifique entre nos différents peuples. C'est ça, je terminerai par là, CPGL, fondé en 76, c'est le Rwanda, le Burundi et la RDC. Le siège est à Gisenyi. Et n'oubliez pas, c'est déjà un marché commun avec le 4 libertés, d'accord, c'est-à-dire libre circulation des capitaux, des biens, avec l'installation payante, on va dire libre circulation des citoyens et autres. On ne voit pas pourquoi on ne relance pas ces EPGL et on nous propose des solutions aussi compliquées, mais on en parlera prochainement. Très bien. Prochainement, je promets qu'on aura tout le temps pour débattre aisément, parce que là, on a été obligé de faire rapidement l'électricité. L'électricité. Le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Alex, pour votre compréhension d'abord et surtout pour vos analyses. Alors, merci à vous également de nous avoir suivis. Cette émission est retrouvée sur la chaîne YouTube CML13 Télévision. On se dit à demain. Au revoir.